Ce que l'on visite, par exemple un musée, ce qui favorise le transit, le déplacement, ce que l'on construit, qui n'est pas toujours bâti, ce ne sont en fin de compte que des allocations d'espace. Des allocations, c'est-à-dire des attributions à l'espace d'un certain rôle, plus ou moins distinguées d'ailleurs par leur destination. Pourquoi vais-je vous parler de l'unité de la forme ? Bon, en fait, les questions philosophiques qui m'intéressent, sur lesquelles j'ai travaillé, sont celles qui regardent la psychologie de la forme et l'ontologie de la Gestalt. Ce que je veux dire simplement tout de suite, qui ne m'étonnera personne ici, c'est que ce que j'ai rencontré, que ce soit en Italie, que ce soit en Autriche ou ailleurs, et à Paris, c'est l'aspect profondément polémique qui traverse la discipline. Il y a 4 moments sur lesquels je vais assister, 4 étapes. Alors, premier moment, c'est l'autonomie de la forme. Alors, il y a un deuxième moment, si vous n'êtes pas trop fatigué, qui est de considérer que les problèmes formels sont des problèmes non pas de l'autonomie de la forme, mais des problèmes qui tiennent aux moyens qu'on utilise. Il ne s'agit plus ici de parler d'une autonomie de la forme elle-même, mais des moyens. Il y a un troisième moment maintenant, donc après avoir considéré cet objet contraint, je vais évoquer rapidement donc, la question des ouvertures, qui sont des infractions à la clôture, sauf chez les Grecs. L'architecte, dans ce troisième moment, se posera comme question quelles sont les zones critiques, quelles sont les surfaces délimitantes. Donc le troisième moment consiste à dire que l'espace, mais ça n'a rien d'original ce que je dis, parce que c'est quelque chose de tout à fait classique, hein, l'espace peut être perçu comme une fonction des surfaces délimitantes, et non pas simplement comme une fonction de la lumière ou de la relation avec les ouvertures. Alors le quatrième moment, qui est celui qui m'intéresse le plus, ce serait de parler de ce que j'ai étudié, c'est-à-dire des Gestalten, qui sont des tout structurés. Pourquoi une œuvre architecturale est-elle un tout structuré? Ça, c'est déjà chez Aristote, c'est Aristote qui explique que le tout est antérieur à la division en parties, et que ce tout, il est absolument, il est spontanément appréhendé. Alors mon option, qui est ouverte à la discussion, je suis tout à fait d'accord pour l'abandonner si des arguments meilleurs me sont proposés. C'est que la question de la forme reste constitutive et, au sens propre du mot, fondationnelle dans l'architecture. Elle ne peut pas être parasitée par quelque chose d'autre, y compris par des considérations urbanistiques. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est la dénaturation des formes, à peu près à tous les niveaux. Attention, danger. Danger des métaphores, danger des idéologies, des immeubles intelligents, danger de la culture du projet, danger de la réforme des études dans l'architecture. Je voudrais conclure sur cette représentation de l'unité de la forme. Cette représentation catégorique de l'unité ne se trouve pas simplement, contrairement à ce que je les ai pensés, dans des tout, elle se trouve aussi dans des unités qui servent d'éléments, comme par exemple une porte. Et un des problèmes que s'est posé Serlio, un architecte de la Renaissance, qui était tout le temps imité en France, par pratiquement tous dans les châteaux de la Loire notamment, hein, c'est savoir comment bâtir et construire une porte. C'est pas évident. Et les proportions de Serlio sont encore aujourd'hui, elles sont très différentes, si vous voulez. Celles qu'on utilise le plus, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est les proportions c'est le nombre d'or, hein, tout simplement. C'est la carte de crédit. La carte de crédit, c'est le nombre d'or. Et la porte, pour Serlio, elle ne peut pas obéir à cette proportion-là. La porte est autre chose. Mais enfin, nous avons une tendresse pour cette forme-là. C'est une tendresse qu'on se sent bien avec une carte de crédit en main. Merci.